plutôt l'eau douce ou l'eau salée, mais également, donc en bas, à gauche, une plage. Ça, c'est un milieu plutôt intéressant parce qu'en fait, on a 3 milieux différents en une photo. On va avoir la mer, donc le milieu aquatique, l'eau salée. Devant, l'estran, la plage, donc cette zone qui va être recouverte 2 fois par jour, d'eau salée. Et au-dessus, les dunes qui sont aussi un milieu très particulier, qui sont soumises au vent, aux embruns, mais également dont le sol est composé de sable et donc très poreux, ce qui va faire que ce sera un milieu très sec. À côté, le milieu forestier. En France, les forêts recouvrent en moyenne 30% du territoire, donc caractérisé par voilà, la présence d'arbres et tout un tas d'écosystèmes bien spécifiques. Et puis à droite, enfin, un autre milieu qu'on pourrait trouver en France, ce sont les montagnes. Donc là, je vous ai mis vraiment les montagnes euh, à très haute altitude, 2000, 3000, 4000 mètres d'altitude, qui ne sont recouvertes que de neige, de glace et de roches. Pourquoi je vous ai mis tout ça? Déjà pour initier un petit peu ma présentation, c'est qu'en fait, on comprend de manière assez intuitive que le pigeon parisien qu'on trouvera donc à Paris va avoir un petit peu de mal à survivre en pleine montagne. Il aura du mal à trouver sa nourriture et puis de toute façon, il ne pourra pas survivre parce qu'il fait bien trop froid pour lui. De la même manière, un oiseau très spécifique de la haute altitude comme le lagopède aura bien du mal à trouver sa nourriture à Paris. Et donc les exemples peuvent se succéder comme ça, mais les espèces de plantes qui vont pousser dans les milieux humides que sont les tourbières vont avoir bien du mal à pousser sur des dunes qui sont des milieux très secs. Tout ça pour initier l'idée que les êtres vivants, on ne va pas retrouver les mêmes espèces en ville et en montagne, dans un marais ou sur des dunes, en pleine mer ou dans un lac de montagne. Et oui, parce que les êtres vivants sont adaptés à leur environnement. Un premier exemple d'adaptation, celui-ci je l'aime bien, c'est l'ours polaire. C'est un animal qui est emblématique de plein de choses, de plein de problématiques aussi actuelles, notamment du changement climatique. Mais avant tout, l'ours polaire est un animal qui est particulièrement bien adapté à son environnement. Vous demanderez à n'importe quel enfant, même s'il n'a jamais vu d'ours polaire, vous lui montrez une photo d'ours polaire, vous lui demandez il vit où l'ours polaire. Alors il va peut-être se tromper entre le pôle Nord et le pôle Sud, mais il y a de grandes chances qu'ils disent que l'ours polaire vive dans un environnement froid, avec de la neige. Et oui, donc avec ce gros pelage, donc le pelage de l'ours polaire est quelque chose de très complexe. Il va y avoir des poils longs, des poils plus courts. Les poils sont creux pour renfermer de l'air et donc lui faire un isolement thermique. Il aura une couche de graisse sous la peau pour le protéger du froid également. La couleur de sa fourrure est blanche, ce qui lui permet de se dissimuler dans son environnement qui est principalement composé de glace et de neige. Il a également, on le devine au niveau des yeux, du museau, de la bouche, un petit peu des oreilles, sa peau est sombre. Sous son pelage blanc, la peau de l'ours polaire est sombre et c'est en fait ce qui lui permet aussi d'emmagasiner plus de chaleur. De la même manière, il fera plus chaud dans une voiture noire que dans une voiture blanche en plein été. Donc l'ours polaire est, c'est clair, parfaitement adapté à la survie en milieu arctique. Si on veut aller un peu plus loin sur les adaptations, l'ours polaire est également très bien adapté à trouver sa nourriture. L'ours polaire est un super carnivore qui se nourrit essentiellement de phoques. Et donc pour attraper les malheureux phoques qui viennent respirer au niveau de la banquise, l'ours polaire a une mâchoire puissante, des griffes, des dents. Il a toute cette panoplie de grands prédateurs et bien sûr beaucoup de force pour attraper les phoques. Voilà, donc j'espère que ça vous aide un petit peu à comprendre. L'ours polaire est adapté au milieu arctique. Mais en fait, avec cet autre exemple, je voulais vous montrer qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au pôle Nord pour voir des animaux incroyablement bien adaptés à leur milieu de vie. Et vous voyez ici une taupe. La taupe, c'est un animal insignifiant auquel on ne pense jamais, qu'on voit même très rarement. Les seuls signes d'une taupe qu'on pourrait voir, ce serait par exemple les petits monticules de terre qu'elle va faire au jardin et qui embêtent un petit peu le jardinier. Donc ça n'a l'air de rien, une taupe. Et pourtant, la taupe est parfaitement adaptée à son travail de terrassier. La taupe passe l'essentiel de sa vie à creuser des galeries dans la terre. Et pour faire ça,
On on voit très bien ses pattes. Elle a des pattes très grandes en forme de pelle, et donc qui lui permettent de creuser facilement la terre, et donc d'amener la terre vers l'arrière et de continuer à avancer dans ces galeries. Ce n'est pas la seule adaptation à sa vie sous terre. Là, on le voit, la taupe, en fait, elle a un long nez rose et plein de petits poils, plein de petites vibrisses autour de la tête. Et donc, en fait, c'est ça qui va lui permettre de s'orienter, mais également de trouver sa nourriture, à savoir principalement des insectes, des vers de terre. Ensuite, c'est pas pour rien qu'on dit myope comme une taupe. Là, on voit même pas ses yeux à la taupe sur cette photo. En fait, la taupe vivant en milieu souterrain, elle n'a pas grand-chose à faire d'une bonne vue, et donc elle ne voit pas très bien. Simplement, elle se repère grâce à ses vibrisses, à son odorat. Et donc voilà, c'était quelques exemples pour vous montrer que tous les animaux, mais alors les animaux, j'ai montré ça avec des animaux, mais ça peut marcher avec des plantes également, tous les êtres vivants sont adaptés à l'environnement et un petit peu au job qu'ils vont avoir dans leur environnement. Et donc, le point important, c'est que l'environnement a sélectionné les individus les plus adaptés, et c'est le principe de la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est un grand principe, un principe fondamental en biologie. Donc, cette théorie, elle a été émise par Charles Darwin dans son ouvrage fondateur qui est l'origine des espèces, qui est paru en 1859. Et donc, dans cet ouvrage-là, Charles Darwin explique que l'environnement va sélectionner les individus les plus aptes et qui vont par la suite transmettre leur caractère à leurs descendants. La sélection naturelle est d'ailleurs l'un des mécanismes principaux qui a permis la création de nouvelles espèces et qui explique en partie la grande diversité d'espèces qu'on a aujourd'hui. Un petit exemple pour bien comprendre cette idée de sélection naturelle. Donc dans mon exemple, j'ai imaginé des papillons bleus et des papillons verts. Alors ces papillons appartiennent à la même espèce. Simplement, comme nous les humains, il y a des variations. On n'est pas tous pareils. Pour les papillons, c'est pareil. Donc il va y avoir des papillons verts, des papillons bleus. Il se trouve que les papillons verts sont plus visibles, et donc l'oiseau qui se nourrit de papillons va avoir tendance à consommer plus de papillons verts puisqu'il les voit mieux. Au fur et à mesure du temps, l'oiseau va consommer toujours plus de papillons verts puisque les papillons bleus restent cachés. Et les papillons bleus étant dissimulés, ils vont pouvoir se reproduire, et comme statistiquement il va rester plus de papillons bleus, les papillons bleus vont avoir tendance à se reproduire entre eux et à transmettre leur caractère, à savoir cette couleur bleue qui leur est si avantageuse puisque ça leur permet d'échapper à leurs prédateurs. Donc voilà, c'est vraiment ça le principe de la sélection naturelle, c'est qu'il va y avoir des variabilités qui existent dans n'importe quelle population, dans n'importe quelle espèce, mais la pression de sélection exercée par l'environnement va favoriser certains caractères plutôt que d'autres. En l'occurrence ici, la couleur bleue. Et donc, c'est la sélection naturelle, comme je le disais, qui a permis aux êtres vivants d'évoluer depuis l'apparition de la vie il y a 3,85 milliards d'années. Depuis toujours, la nature a fasciné l'homme. C'est vraiment une longue histoire, comme en témoignent les peintures rupestres des premiers hommes. On ne compte pas les exemples de divinités de la nature, il y en a dans toutes les cultures, et de nombreuses mythologies racontent également l'histoire d'hommes qui ont voulu acquérir la force ou le pouvoir d'un animal. Je pense par exemple au mythe d'Icare qui a voulu voler comme un oiseau pour toucher le soleil. Bon, malheureusement, ça ne lui a pas très bien réussi. C'est même Léonard de Vinci qui aurait dit « Prenez vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Donc la fascination pour la nature et l'envie de s'en inspirer, de copier la nature, de s'approprier ces fameux pouvoirs vraiment très impressionnants, ça date pas d'hier. Plus récemment, cette fascination a donné naissance au biomimétisme. Et donc je vais essayer de vous expliquer maintenant ce qu'est le biomimétisme, et je vais également vous donner quelques exemples. Alors, une définition, il faut bien en passer par là. Le biomimétisme, c'est une approche qui consiste à étudier la nature sous toutes ses formes et à en tirer des développements technologiques. Donc, on va pouvoir concevoir des matériaux, des stratégies, des procédés novateurs,
Mais dans la définition qui a été donnée par la scientifique Janine Benyus en 1991, toutes ces innovations doivent être au service de l'humain, proposer des technologies qui sont moins polluantes, moins consommatrices d'énergie, recyclables. Le biomimétisme, ce n'est pas vraiment une discipline en soi, en fait, c'est plus une démarche. Et quelle est-elle, cette démarche du biomimétisme? Ça va d'abord être l'observation dans la nature d'un phénomène particulièrement intéressant, d'une capacité incroyable. On peut par exemple penser au vol de la chauve-souris. Voilà, on a observé que la chauve-souris vole. Par la suite, il va falloir identifier comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle fait pour voler, quels sont les organes qui vont lui permettre de le faire, de quelle manière sont-ils structurés, agencés. Et du coup, il va falloir comprendre comment est-ce qu'elle fait, que se passe-t-il. Et c'est seulement par la suite qu'on va pouvoir reproduire cette capacité-là et donc se l'approprier en tant qu'humain et l'utiliser pour nos sociétés. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de biomimétisme et vous montrer comment la nature a pu nous conduire à des innovations. Donc, il existe vraiment beaucoup d'exemples de biomimétisme, j'en ai mis que quelques-uns. Le premier, c'est celui de la moule bleue. Alors, les moules, ça pourrait être en fait les moules qu'on mange, que vous connaissez certainement. Les moules sont des mollusques, donc comme les escargots, qui vivent en colonie et qui sont en fait solidement accrochés aux rochers dans les zones de balancement des marées, c'est-à-dire ces zones qui sont recouvertes par l'eau 2 fois par jour et puis plus ou moins à l'air libre le reste du temps. Et donc, ces moules restent fixés au rocher grâce à des filaments adhésifs qu'on va appeler le byssus et qui ont une structure moléculaire bien particulière. Et oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de coller quelque chose sur une surface humide, en général, ça ne fonctionne pas très bien. Pourtant, les moules restent accrochés à leur rocher humide tout le temps. Et donc, des scientifiques se sont penchés sur la structure moléculaire du byssus et ont obtenu une colle aux propriétés similaires. Et l'intérêt de cette colle, c'est qu'ils ont réussi à la synthétiser en se basant donc sur l'analyse moléculaire du byssus. Et donc cette colle fonctionne sans avoir besoin d'utiliser de solvants toxiques. Elle est notamment utilisée pour fabriquer des bois agglomérés non toxiques. Un autre exemple, le requin. Le requin est donc un animal, un poisson, un prédateur. Donc sa survie va dépendre essentiellement de sa capacité à se nourrir, donc à attraper des poissons efficacement pour se nourrir suffisamment et pouvoir se reproduire par la suite. Et donc le requin, il a besoin d'être rapide et silencieux. Donc on a étudié la peau de certaines espèces de requins qui est en fait très rugueuse. Comment vous décrire la peau du requin? La peau du requin, en fait, ça va être des écailles, comme des écailles de poisson, tout ce qui est de plus classique, qui sont imbriquées les unes dans les autres. Simplement, il va y avoir un espèce de sillon au milieu des écailles. Et ce sillon n'est pas là par hasard, puisqu'en fait, en étudiant ces propriétés-là et en modélisant ce qui se passe, les scientifiques ont mis en évidence que cette structure très particulière des écailles du requin augmenter la rapidité de l'animal en limitant les frottements et les turbulences quand il se déplace dans l'eau. Ce qui va donc faciliter sa recherche de nourriture et limiter sa consommation d'énergie pour se nourrir. Donc la structure de la peau des requins a été reproduite dans plusieurs domaines. Vous avez peut-être déjà entendu parler des combinaisons de nageurs, qui imitait cette structure-là et qui donnait un avantage tellement important aux nageurs qu'en fait ça a été interdit en compétition parce que c'était un petit peu une forme de dopage technologique vis-à-vis des nageurs qui n'avaient pas les moyens de se fournir ce matériau. Mais cette structure-là a également été appliquée aux peintures pour avions ou bateaux, toujours dans l'idée de limiter les frottements et de gagner en efficacité, donc de consommer moins d'énergie en allant plus vite. Mais cette structure-là, elle a également des propriétés assez particulières, puisqu'en fait, les bactéries n'arrivent pas à se fixer sur cette structure-là. Ce qui fait que ça a également été étudié pour fabriquer des revêtements antimicrobiens, par exemple dans les hôpitaux, qui empêcheraient les bactéries ou limiteraient l'implantation des bactéries sur ces surfaces-là.
Un autre exemple, celui des fourmis. Donc les fourmis sont des insectes sociaux. Ça veut dire qu'ils vivent en colonie avec différentes castes. Il va y avoir les soldats, les ouvrières, la reine. Et dans les fourmilières, c'est les ouvrières qui ont le travail d'aller rechercher de la nourriture. Donc en fait, les fourmis quittent la fourmilière et se dispersent à la recherche de nourriture. Et quand une fourmi a trouvé de la nourriture, elle est rapidement rejointe par d'autres fourmis. Et donc il va y avoir une grande colonne de transport, vous avez peut-être déjà vu, qui ira de la source de nourriture à la fourmilière. Et donc il y a deux informations là-dessus, c'est que pour faire leur trajet pour transporter leur nourriture le plus rapidement possible en faisant le moins de trajets, les fourmis se basent sur les phéromones. En fait, la fourmi qui a trouvé la nourriture a balisé son chemin avec des phéromones qui vont guider les autres fourmis vers elle et vers la source de nourriture et ensuite jusqu'à la fourmilière. Donc ça, c'est déjà un point qui est plutôt intéressant. De plus, même s'il y a de plus en plus de fourmis qui viennent pour aller de la source de nourriture à la fourmilière, on n'a pas d'embouteillage. Et donc, des chercheurs ont étudié la circulation d'une colonie de fourmis et tentent de modéliser ce fonctionnement afin de l'appliquer au trafic routier. L'objectif, je pense que vous l'avez deviné, c'est de désengorger, de limiter les embouteillages, de proposer des alternatives pour avoir une circulation plus fluide. L'idée de communication en temps réel a également été appliquée à l'application Waze qui s'est basée sur l'organisation des colonies de fourmis. L'idée de cette application-là, c'est que tous les utilisateurs, en temps réel, vont communiquer sur l'état du trafic. Et de cette manière-là, on va pouvoir adapter la circulation en temps réel, un peu de la même manière que les fourmis déposent des phéromones par endroits pour indiquer le chemin le plus rapide à leurs congénères. Autre exemple, celui de la bardane. La bardane, c'est une plante qu'on trouve au bord des chemins. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc en fait, la fleur est rose, mais le fruit par la suite dessèche et donne ce que vous avez là sur la photo. Et en fait, chacune de ces petites boules, chacune des espèces de petites tiges qu'on appelle des bractées qui sont au bout de ces petites boules, en fait, est composée de crochets très petits. Et donc, les fruits de la bardane, grâce à leurs crochets, vont rester accrochés dans le poil, le pelage des animaux qui passeront, mais également dans les pantalons des promeneurs. Ça va lui servir à quoi ? En fait, la bardane, son objectif, c'est de disséminer ses fruits, ses graines, le plus loin possible. Et donc, c'est une stratégie parmi d'autres qui lui permet d'aller le plus loin possible. Et donc c'est un ingénieur suisse qui a eu dans les années 50 l'idée d'utiliser cette propriété de la bardane pour fixer des objets. Et donc c'est de cette manière-là, en étudiant ça, qu'il a inventé le velcro qui s'appelait velours crochet, puisqu'à l'époque certainement il portait des pantalons en velours. Et donc l'idée du velcro ou du scratch, c'est d'avoir deux bandes auto-agrippantes avec l'une des petites boucles et puis l'autre des crochets qui imitent donc les fameux crochets des fruits de la bardane et qui vont pouvoir se fixer. Le scratch a vraiment pas mal d'intérêt puisqu'en fait il permet de fixer deux choses de manière relativement solide tout en étant réversible et en ne demandant pas l'utilisation de colle. Le scratch a notamment trouvé beaucoup d'applications dans l'espace, puisque on n'a pas forcément les mains libres ou beaucoup de dextérité dans ces milieux-là. Et le scratch, c'est très pratique et très utilisé par la NASA. Un dernier exemple, peut-être le plus emblématique ou le plus connu quand on parle de biomimétisme, c'est celui du martin-pêcheur et du TGV japonais qu'on appelle le Shinkansen. Donc le martin-pêcheur, là c'est une photo de martin-pêcheur d'Europe, ce ne sera pas tout à fait le même au Japon puisqu'il existe plusieurs dizaines d'espèces de martin-pêcheurs, mais ces oiseaux de par le monde ont tous la même technique de chasse et la même allure générale. Comme son nom l'indique, le martin-pêcheur pêche, et donc pour ce faire, il se perche sur un support, sur une branche au-dessus de l'eau, et observe l'eau et attend qu'un poisson passe. Et quand un poisson passe dans l'eau, le martin-pêcheur plonge en piqué, le bec, la tête la première, et se saisit du poisson pour ressortir ensuite de l'eau. C'est plutôt impressionnant à voir, et surtout ce qui est impressionnant, c'est que
Au moment où le martin-pêcheur pénètre dans l'eau, en fait, il n'y a quasiment pas une goutte d'eau. Il passe vraiment aisément d'un milieu plutôt peu dense, qui est l'air, à un milieu beaucoup plus dense, qui est l'eau, sans émettre beaucoup de remous. Donc ça, c'est vraiment important pour sa survie à lui, puisqu'il ne faut pas que le poisson s'effraie et s'enfuit. Donc grâce à ça, ça lui permet de pêcher de manière quand même très efficace. Pendant ce temps-là, les concepteurs du TGV japonais étaient soumis à un certain nombre de problèmes avec leurs trains à grande vitesse. Le Japon étant un territoire plutôt montagnard, avec pas mal de montagnes, eh bien, il y a beaucoup de tunnels, du coup, pour faire passer ce TGV. Mais du fait de la vitesse et de la différence de pression avant le tunnel et dans le tunnel, le TGV, l'entrée dans le tunnel provoquait un bang très bruyant, très désagréable, qui dérangeait à la fois les riverains, des gens qui habitaient à proximité des rails, mais également les passagers qui, en plus, souffraient de problèmes d'oreilles bouchées. Donc ça, c'était pas du tout optimal. Et l'ingénieur japonais qui était en charge du développement, du design du TGV était aussi un ornithologue passionné. Et il a eu l'idée d'adapter la forme, le profil de l'avant du TGV, du train, à la forme du bec et de la tête du martin-pêcheur. Et donc, grâce à ce nouveau design, la consommation électrique du TGV a été diminuée de 15%, tout en lui permettant de gagner 10% de vitesse et bien sûr de réduire les bangs à l'entrée des tunnels. Voilà quelques exemples de biomimétisme, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de l'innovation technologique, comme l'a dit Janine Bénus en 91, le biomimétisme ouvre une nouvelle voie vers une utilisation plus durable des ressources de la planète. Le biomimétisme, ce n'est pas de l'innovation pour de l'innovation, mais derrière, il y a bien l'objectif de servir l'humain et aussi de répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et aussi sociétaux auxquels l'humanité fait face et va devoir faire face dans le futur. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus sur la transition écologique et le biomimétisme, ou comment le biomimétisme et l'observation de la nature pourra nous aider à passer cette transition écologique, je vous invite à me suivre demain à la même heure. Merci, bon après-midi.